Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 4 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui on va repartir sur un format assez court pour essayer d'alterner avec le gros épisode qu'on a fait sur Nikola Jokic la dernière fois. Et donc format court, assez tranquille. Et pour l'occasion, du coup, j'ai pensé à un joueur dont j'avais envie de parler pour plusieurs raisons. Ce joueur c'est Tyrese Haliburton. D'abord je dois dire, j'adore ce joueur. Et j'adore pas seulement d'un point de vue subjectif, j'aime surtout beaucoup son jeu et son profil de jeu. Je l'aime beaucoup parce que son jeu me plaît beaucoup. Donc première raison pour laquelle j'avais envie de parler un peu de lui. Deuxièmement, et vous allez le voir, Haliburton a réalisé une saison rookie vraiment extrêmement impressionnante. Et puis, troisièmement, il est un peu dans l'actu, apparemment, puisqu'il est cité parfois dans des rumeurs de trade, et notamment dans de potentiels échanges entre Sacramento et Philadelphie pour Ben Simmons. Bon, avec la chance que j'ai, je suis à peu près certain que entre le moment où j'enregistre actuellement et le moment où le podcast va pouvoir être publié, il y a de grandes chances que le trade ait déjà été fait. Et bon, si c'est le cas, eh ben, chers fans de Sacramento, poussez-vous un peu sur le côté, laissez de la place, et fans de Philadelphie, soyez les bienvenus. Bon bref, aujourd'hui, sans plus tarder, on va revenir sur le cas vraiment très prometteur de Tyrese Haliburton, l'arrière, pour l'instant, des Sacramento Kings. Bienvenue dans le Basket Lab. Alors, Tyrese Haliburton. Bon, on a dit on est format court, donc court et concis, je vais aller droit au but. Pourquoi est-ce que je pense que Haliburton est vraiment extrêmement prometteur ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un mélange d'intelligence de jeu, très au-dessus de la moyenne, de jeunesse et de toucher de balle. Et par toucher de balle, j'entends notamment cette précision, cette adresse à rentrer les paniers, et notamment toutes sortes de paniers. Jeunesse, intelligence, et toucher de balle et ou shooting d'élite. Et vous allez voir que plus on s'intéresse à Haliburton, quels que soient les chiffres auxquels on s'intéresse, on le retrouve parmi l'élite ou pas loin. Et pour le coup, il faut bien le chercher. C'est peut-être pas aussi évident parfois que ça peut l'être pour certains scoreurs un peu plus flashy balle en main, mais chez lui, quand on cherche bien, il y a vraiment du talent pur et du potentiel qui transpire de tous les pores. Bon, allons-y par étapes. D'abord, les chiffres un peu généraux. L'an passé, 2021, Haliburton, c'était 1,20 points par tir tenté. Bon, si vous avez écouté les podcasts précédents, vous devez déjà vous dire que 1,20, c'est quand même vraiment beaucoup. Et si au contraire vous n'êtes pas encore trop familier avec cette stat, sachez qu'on est plutôt en haut de l'échelle. Une échelle où tous les joueurs sont répartis à peu près entre 0,80 et 1,50. Et donc, entre ces deux marques, 1,20, c'est plutôt très bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Haliburton tentait un tir, ça rapportait en moyenne 1,20 points. Et même si vous avez écouté l'épisode sur Nikola Jokic, vous connaissez aussi maintenant le True Shooting Plus, qui est un moyen de comparer cette efficacité-là, cette productivité, par rapport à la moyenne NBA. Et au niveau du True Shooting Plus, Haliburton est à 102. C'est-à-dire qu'il shootait 2% mieux que la moyenne NBA qui, elle, par définition, la place à 100. Et donc 102, c'est 2% mieux. Et pour le coup, c'est vrai que ça peut paraître assez peu, mais il faut quand même rappeler que la moyenne NBA de tous les joueurs, elle inclut donc aussi de joueurs qui sont de simples finisseurs. Et ces finisseurs prennent des tirs plus faciles que des joueurs comme lui qui ont une dose de création dans leur jeu, et donc des tirs avec et des moyennes beaucoup plus hautes, qui montent tout ça vers le haut. Alors que Haliburton, encore une fois, doit prendre pas mal de tirs un peu plus compliqués. Donc c'est vrai que 102, à peine 2% au-dessus de la moyenne, ça peut paraître assez peu, mais franchement,
je peux vous le dire, c'est quand même vraiment pas mal. C'est même vraiment très bon. Alors pas très bon dans l'absolu, mais c'est vrai que c'est même rare, même très très rare, que des rookies soient aussi efficaces au scoring et fassent ce genre de score. Normalement, les rookies, notamment porteurs de balles comme lui, ils font pas des scores comme ça. Ils sont plutôt en dessous de la moyenne. Par exemple, Haliburton est à 102 de true shooting plus, on l'a dit, alors que LaMelo Ball est à 94, donc 94 par rapport à 100, 6% d'efficacité plus faible que la moyenne, et Anthony Edwards est à 91 de true shooting plus, donc 9% en dessous de la moyenne. Et pareil, pour vous citer quelques autres exemples de saisons précédentes, parmi les porteurs de balles rookies, on a Ja Morant 98, donc pas loin de la moyenne, mais quand même en dessous. RJ Barrett, c'était 85, carrément. Darius Garland, 88. Trae Young, 96. Colin Sexton, 93. De'Aaron Fox, 86. Et même Donovan Mitchell était à 98. Donc, quand même, Haliburton, c'est vraiment efficace. Et en tant que rookie, et même rookie porteur de balle, il fait partie plutôt des rares exceptions à scorer plus efficacement que la moyenne NBA. D'ailleurs, de manière un peu plus générale cette fois, sur les 109 joueurs NBA qui, comme lui, répondent aux critères de 1000 minutes sur la saison et surtout un volume d'utilisation minimum de 20% d'usage, donc parmi ces 109 joueurs qui répondent à ces deux critères-là, Tyrese Haliburton se classe 31e. 31e sur 109 au niveau de l'efficacité générale au scoring. Donc, par exemple, mieux que des joueurs comme Jamal Murray, Chris Middleton, Luka Doncic, Jaylen Brown, Brandon Ingram, Mike Conley, Trae Young, Devin Booker, etc., etc. Il fait mieux que ces joueurs-là en termes d'efficacité au scoring. Bon, cela dit, de suite, il faut quand même préciser qu'il n'est que à 20% d'utilisation. Donc, c'est quand même très peu comparé à ce que des joueurs, notamment les joueurs que je vous ai cités, Jamal Murray, Doncic, Ingram, Trae Young, Booker, c'est quand même très peu par rapport à ce que ces joueurs-là, eux, ont en termes de responsabilité et de volume. Et évidemment, plus un joueur a un gros volume, plus ça va être difficile de maintenir une efficacité qui est très haute. Donc, c'est vrai que 20% d'utilisation, c'est assez peu. C'est pas rien du tout, mais c'est pas non plus très haut. Mais bon, quand même. On est quand même si c'est sur un volume limité, on est quand même sur un scoreur efficace, mine de rien. Alors d'ailleurs, à ce sujet, puisqu'on parle de volume d'utilisation et de rôle, on voit aussi que grosso modo, 50% de ces paniers sont assistés. Mais donc, ce qui veut dire que 50% de ces paniers ne le sont pas. Oui, vous avez vu, j'ai fait une prépa maths. Mais donc, 50% de paniers non assistés et donc créés par lui-même et pour lui-même, on n'a pas affaire à un finisseur. On n'est pas seulement sur un joueur qui est efficace parce qu'il est simplement dans un rôle de finition qui ferait de bons chiffres d'efficacité parce que les autres joueurs sur le terrain ont un peu la responsabilité de lui créer des tirs. Par exemple, Haliburton est à 50% de paniers assistés. En haut du classement, on a Duncan Robinson ou David Bertans qui, eux, sont carrément à 95% de paniers assistés, de paniers consécutifs à une passe décisive. Donc voilà, Haliburton, il va quand même chercher la moitié de ses paniers lui-même. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, en termes de profil et de charge à la création offensive, autour des 50% de paniers assistés, on a des joueurs comme Fred VanVleet, comme Brandon Ingram, Goran Dragic, Kyle Lowry ou encore Bradley Beal. Donc, quand même. Encore une fois, on n'est pas sur un role player de finition. Il y a quand même pas mal de création. Bon, en parlant de création, d'ailleurs, tant qu'on y est, allons voir de plus près ces chiffres à la création offensive, et notamment sur pick and roll.
Sur pick and roll, Haliburton, c'est 4,9 possessions par match en moyenne sur pick and roll. 4,9, donc quasiment 5. Et avec une efficacité de 0,95 points pour chaque possession jouée sur pick and roll. 0,95. Sachez que sur les 52 joueurs qui, comme lui, utilisent au moins 4,9 pick and roll par match en moyenne, sur ces 52 joueurs, Haliburton se classe 25e sur 52 avec cette efficacité. Donc 25e sur 52, pile au milieu. Et par exemple, pile au niveau de De'Aaron Fox, au niveau de Jason Tatum, de Middleton, de Brandon Ingram, de Paul George, par exemple. Ces joueurs-là aussi sont autour des 0,95 points par possession. Et dans le même temps, on peut noter que Haliburton est plus efficace que des joueurs comme Jimmy Butler, comme Malcolm Brogdon, James Harden, D'Angelo Russell, Ja Morant, Fred VanVleet ou même Kemba Walker. Mais même aussi beaucoup mieux que LaMelo Ball et que Anthony Edwards qui eux sont 46e et 47e sur 52. Au niveau de l'efficacité des tirs pris sur pick and roll. Bon, je vous cite à chaque fois LaMelo Ball et Edwards parce que ce sont les 3 joueurs les plus prometteurs de cette classe de draft. Donc, on les compare assez naturellement. Mais je les cite également pour essayer de situer les uns par rapport aux autres. Je ne le fais pas du tout pour dire que Haliburton est meilleur à tout prix. Mais vous voyez, par exemple, ici on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'instant, sur l'efficacité générale. Et comme quoi c'était rare pour un rookie d'être déjà un scoreur efficace et notamment plus efficace que la moyenne. C'était le cas de Haliburton. Au niveau de l'efficacité générale, il était au-dessus de la moyenne NBA, alors que LaMelo Ball et Edwards, non. Et bien là, sur pick and roll, c'est la même chose. Et en réalité, quand je vous cite LaMelo Ball et Anthony Edwards parmi les 5 ou les 6 joueurs les moins efficaces de la ligue chez les utilisateurs fréquents du pick and roll, c'est pas pour les tirer vers le bas. C'est même normal que eux soient là. Ce sont eux qui sont dans la norme, pour le coup. C'est vraiment eux qui sont normaux. Et c'est plutôt Haliburton l'exception ici. Et même pour vous dire, le fond du classement, ce ne sont que des joueurs quasiment, des jeunes joueurs. Dejounte Murray qui est 40e sur 52. Kobe White 41e sur 52. Ja Morant 43e. LaMelo Ball, Anthony Edwards 46 et 47e, on l'a dit. R.J. Barrett 49e. Et Darius Garland 50e. Donc vous voyez, beaucoup de jeunes porteurs de balles sont assez mauvais pour l'instant sur pick and roll. Et encore une fois, c'est normal. En tout cas, c'est pas choquant en ce qui les concerne. C'est plutôt la norme. Mais au contraire, c'est plutôt Haliburton l'exception. Ou en tout cas, une des exceptions. Ok, donc déjà assez costaud sur pick and roll et à la création. Maintenant, pour les isolations, je peux pas trop vous dire puisqu'il a tenté à peine 27 isolations, 27 1 contre 1 sur toute la saison 2021. L'échantillon, évidemment, beaucoup trop petit pour qu'on puisse en dire quoi que ce soit. Et donc, globalement, déjà vraiment pas mal au niveau de la création balle en main, déjà, et notamment sur pick and roll. Bon, maintenant qu'on a vu très rapidement le scoring avec la balle, on peut aussi regarder maintenant le scoring sans ballon. Et là, comme pour l'épisode 1, souvenez-vous avec Luka Doncic, on peut faire ça en regardant la catégorie des spot-up, qui sont les situations où le joueur est sans ballon, reçoit la balle et puis tente sa chance soit sur jump shot, soit en allant au panier, très rapidement après avoir reçu la balle. Et donc, sur spot-up, Haliburton marque en moyenne 1,13 points par possession.
1,13. Et ce qui le classe dans le 76e centile d'après NBA.com. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Très simplement, 76e centile, ça veut dire qu'il fait mieux que 76% du reste des joueurs NBA. Donc, vraiment pas mal. Par exemple, au niveau de Landry Shamet, Bojan Bogdanovic, et même mieux que des joueurs réputés très forts sans ballon comme Cam Johnson ou Tim Hardaway Jr. Mais à la limite, dans la catégorie des spot-up, ça peut être soit un jump shot en réception de passe, mais aussi un drive en réception de passe. Et c'est vrai que là-dessus, Haliburton n'a pas une explosivité d'élite. Donc, sur ces drives où il faut être assez rapide pour profiter du décalage et très vite aller au panier, il ne doit pas être si bon que ça. Donc, ce qu'on peut faire aussi maintenant, c'est au sein même de la catégorie des spot-up, on peut essayer d'enlever cette partie des drives et de s'intéresser en particulier au catch and shoot, aux 3 points en réception de passe. Et là, bingo, Haliburton, c'est 43,8% de réussite sur un peu moins de 3 catch and shoot par match en moyenne à 3 points. 43,8%. Bon, comme ça a l'air pas mal, mais c'est vrai que vu qu'on n'est pas habitué à manier ce genre de pourcentage de catch and shoot, on est plutôt habitué à parler en termes de pourcentages généraux, on ne sait pas trop sur catch and shoot quels sont les standards. Donc, ce que je peux vous dire par exemple, c'est que, histoire de placer Haliburton sur le paysage des joueurs NBA, je peux vous dire que parmi les 145 joueurs avec minimum 2,8 catch and shoot par match, donc comme lui un peu moins de 3, 2,8 pour être précis, sur ces 145 joueurs avec minimum le même nombre de catch and shoot que lui en moyenne, Haliburton se classe 17e. 17e meilleure efficacité sur 145. Là, on est très très haut là. En gros, mieux que lui, ce sont les shooters d'élite, les shooters purs d'élite, du genre Joe Harris, Seth Curry, Bryn Forbes et compagnie. Et même si ça peut vous aider à situer encore mieux, Haliburton est à 43,8%, 43,8%, et à votre avis, quel joueur est juste derrière lui avec 43,7%? Oui, c'est lui. C'est exactement lui, c'est exactement celui auquel vous pensez. C'est Stephen Curry. Stephen Curry est à 43,7%. Et encore une place dessous, c'est même Kyrie Irving. Et je peux aussi vous dire que, et même vous préciser que Curry et Irving n'ont pas forcément réalisé des mauvaises saisons par rapport à leur moyenne habituelle. Puisque là, on est sur les stats de 2021. Mais c'était pas des accidents de parcours. C'est plutôt que Haliburton est à ce point un bon shooter. En tout cas, d'après ce qu'on peut voir jusqu'ici. D'ailleurs, je me permets de rajouter une autre stat que j'aime beaucoup, et qui est peut-être, à mon sens, le meilleur indicateur des qualités pures d'un shooter, de vraiment sa précision pure, c'est la fameuse stat des 3 points grands ouverts. Si vous vous souvenez, on en avait parlé à l'époque dans l'épisode 1, sur Luka Doncic. Donc en gros, ce sont les 3 points où le défenseur se tient très loin du shooter au moment du tir, et donc, très basiquement, ce sont des tirs où il n'y a quasiment aucune influence de la défense, ou du facteur défensif, ou du contexte, et où on peut tout simplement regarder donc la précision intrinsèque du joueur. Donc c'est en ça que c'est intéressant. Et sur ces tirs-là, les tirs à 3 points grands ouverts, Haliburton shoot à 46,5%. Grosso modo, 47% presque. C'est énormissime. C'est vraiment énorme. On est vraiment sur un shooter d'élite là, à ce niveau. Alors, le petit truc, c'est qu'il faudra confirmer sur un échantillon plus gros qu'on a actuellement, bien entendu, mais pour le coup, on est pour l'instant sur des bases assez spectaculaires. Pour vous dire, sur les 277 joueurs qui tentaient au moins 2-3 points grands ouverts par match en moyenne, 277 joueurs, Haliburton se classait 40e
au niveau de l'efficacité. 40e sur 277. Encore une fois, très 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 haut. Et au passage, LaMelo Ball est 187e et Anthony Edwards 227e. Donc pour le coup, les deux, ils sont à des années-lumière de ce que Haliburton peut faire. Haliburton, encore une fois, n'est pas loin de Stephen Curry, qui est 2 ou 3 places au-dessus. Il est pas loin de Kyrie Irving, de Buddy Hield, de CJ McCollum et de JJ Redick. Et de ce genre de joueurs-là autour de lui. Donc on est quand même sur des bases, pour l'instant, assez incroyables sur la qualité intrinsèque du shoot. Le seul problème que je pourrais pointer du doigt, c'est d'abord, effectivement, on l'a déjà dit, mais l'échantillon, la taille de l'échantillon qui est peut-être un peu petit. Et puis l'autre problème, c'est qu'on n'a pas d'informations qui nous viennent de la part des lancers francs, qui, vous savez, est un indicateur très intéressant sur la qualité de shoot d'un joueur. Et le problème donc, c'est que il est à peine à 56 lancers francs tentés en 2021, donc autant dire vraiment rien du tout, largement pas assez pour pouvoir juger de son pourcentage, échantillon beaucoup trop petit, donc pas représentatif, et de même en NCAA, donc à la fac, c'était 71 en 2 saisons, donc pas mieux non plus. Je rappelle que idéalement, un échantillon commence à être de taille intéressante autour des 250-300. Donc là, dans les deux cas, à la fois en NBA ou à la fac, on est sur des échantillons encore beaucoup trop minuscules. Si on avait eu un 88% sur 500 lancers francs tentés, là, on pourrait venir confirmer totalement que oui, on a un shooter d'élite. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas ça. Donc, on va attendre. Alors, maintenant, autre stat très intéressante que j'avais relevée également, c'est que non seulement Haliburton est très bon au shoot, voire même mieux que très bon, hein, et y compris pour mettre des tirs en pull-up, hein, c'est pas juste des catch and shoot, mais en plus, c'est aussi un excellent finisseur au panier. Et ça, pour le coup, arriver à combiner à la fois le pull-up à 3 points et la réussite au panier sur drive, c'est jackpot total. Vraiment, c'est la recette pour l'élite. En l'occurrence, Haliburton fait 8,3 drives par match en moyenne, donc un peu plus de 8. Et si on prend encore une fois le paysage NBA et qu'on prend seulement les 53 joueurs NBA qui faisaient au moins 8,3 drives par match, comme lui, eh ben c'est simple, Haliburton se classait 15e au niveau de la finition au panier en fin de drive avec un superbe 54% de réussite. 15e meilleure efficacité sur 53. Et également le 54% de réussite sur les up, là encore, c'est des chiffres qui vous disent sans doute pas grand-chose, on n'est pas trop habitué à les manier, mais par exemple, je peux vous dire que 54%, c'est très balèze. Rappelez-vous, dans l'épisode 1, on disait que sur l'année 2020 et 2021, les deux combinés, les deux meilleurs de NBA, c'était Antetokounmpo et Doncic, et les deux étaient autour des 58%. Donc là, 54, c'est assez balèze quand même. C'est assez proche du très très haut. Et par exemple, à l'inverse, Anthony Edwards est à 46% de réussite. Et parmi ces joueurs avec un minimum de 8 drives et quelques par match, il est 53e sur 53. Il est bon dernier en termes de réussite au panier. Et au passage, LaMelo Ball, 37e sur 53. Donc là aussi, plutôt vers la fin. Alors que Haliburton est 15e. Donc, si vraiment on a affaire à un joueur qui est excellent, voire même élite au niveau du shoot, qui est capable de mettre des pull-ups à 3 points et même de scorer au panier sur des drives, bah là, clairement, on est sur du futur All-NBA. Très clairement. Évidemment, si ça se confirme. Évidemment. Mais sauf que, en fait, il y a quand même un bémol à apporter. C'est le fait que Haliburton, pour l'instant, n'aime pas trop aller au panier. En tout cas, pour être plus précis,
il le fait. Il fait beaucoup de drive, mais il n'aime pas du tout aller chercher des tirs au panier de manière fréquente. Toujours un peu sur ce même groupe de joueurs, les fameux 53 joueurs NBA qui étaient à plus de 8 drives par match en moyenne. Si on fait cette fois le ratio entre le nombre de tirs tentés en fin de drive par le nombre de drives réalisés, en fait, on voit que Haliburton est en réalité, pour le coup, dans le bas-fond du classement. Il est 44e sur 53. C'est-à-dire que parmi les joueurs qui vont souvent au panier, plus de 8 drives par match, mais en fait, il est parmi ceux qui tirent le moins en fin de pénétration. Donc, c'est vrai que d'un côté, Haliburton est très efficace sur ses drives, et c'est très bien, c'est remarquable, mais en même temps, le petit bémol qu'il faut apporter, c'est Haliburton force assez peu les choses. Et quand je dis forcer les choses, c'est pas connoté négativement. C'est plutôt, lorsqu'il a un bon tir, il le prend, et c'est très bien, mais que si par exemple le panier est bloqué ou qu'il y a des défenseurs prêts à le recevoir et à le contester au panier, ben là, cette fois, il y va pas. Il tente pas sa chance, et il ressort. Quand il y a de bons tirs, il les prend, et donc il a un superbe pourcentage, mais c'est vrai qu'il a un peu une réticence parfois à aller, comme on dit dans le trafic, quand il y a beaucoup de joueurs, quand la raquette est dense, il a du mal à un peu forcer les choses et quand même aller prendre des tirs au panier. Et d'ailleurs, pour confirmer un peu cette réticence, à aller au panier fréquemment, on peut voir très basiquement que Haliburton ne tente qu'un seul lancer franc par match en moyenne. Un lancer franc en moyenne. C'est rien du tout. Et quand on fait le ratio entre lancer franc tenté par nombre de drives, eh ben là encore, il est dans le bas-fond du classement. Il est toujours parmi ces joueurs avec plus de 8 drives par match. Eh ben, il est 50e sur 53e. Il est parmi les 3 ou 4 pires de NBA en termes de lancers francs provoqués sur drive. Donc, pour faire un peu le bilan de son scoring, il faut quand même reconnaître deux choses. D'un côté, pour l'instant, les indices qu'on peut trouver sont quand même extrêmement encourageants. Et pour le coup, c'est même un euphémisme. C'est clairement des indicateurs d'élite, à la fois sur la qualité au shoot, et même, on a vu donc, sur la finition au panier. Mais de l'autre côté, on est quand même obligé de souligner que les différents échantillons, à la fois sur les tirs à 3 points, les pull-ups, les lancers francs et même les catch and shoot, ces échantillons restent quand même pour l'instant tout petits. Même beaucoup trop petits pour qu'on puisse prendre les pourcentages de Haliburton en 2021 et venir les graver dans le marbre et dire avec certitude, voilà, c'est ça le vrai niveau de Haliburton. Ça, on ne peut pas le faire. Les échantillons de tir sont trop petits pour qu'on puisse dire avec certitude que les pourcentages qu'il a eus, c'est son vrai niveau. Des échantillons aussi petits, donc, c'est pas impossible qu'il y ait aussi une part de chance, et donc un peu de surchauffe. Alors, certes, si effectivement tout se confirme, eh ben là on a un scoreur capable de faire des pull-ups à 3 points et des drives efficaces, c'est absolument génialissime. Mais encore faut-il que le shoot se confirme, et encore faut-il continuer de grandir en tant que slasher, sur pénétration. Je pense qu'en partie, Haliburton prend assez peu de tirs au panier sur drive du fait de sa carrure extrêmement fragile, extrêmement légère. Donc maintenant, ça reste à voir si avec les kilos de muscles qui normalement devraient arriver avec l'âge et la maturité, donc une meilleure carrure plus imposante, est-ce qu'il va pouvoir grandir dans ce rôle-là et faire plus de pénétration et forcer un peu plus sur pénétration, ou si au contraire c'est vraiment une vraie tendance naturelle qu'il a, une vraie réticence à éviter le contact.
Bon, bref, ça c'était pour le scoring. Maintenant, très rapidement, peut-être 2 autres stats, quand même assez parlantes, je trouve. D'ailleurs, les deux sont corrélés à la même qualité, à savoir sa superbe intelligence de jeu. Alors, premièrement, le passing. Haliburton est un joueur très intelligent en attaque, et ça se traduit très concrètement sur son passing. Il fait partie de ces joueurs avec à la fois de très bons instincts naturels, mais aussi une très belle compréhension du jeu. Il est très créatif, il a du bon toucher de balle sur ses passes, ce qui lui permet d'être précis, d'avoir un bon timing. Et puis, en plus de ça, il a même une assez bonne taille pour son poste, ce qui lui permet donc d'avoir un répertoire assez varié. C'est pas un petit meneur à la Ty Lawson, par exemple, qui n'est pas capable de passer par-dessus de grands défenseurs. Avec sa taille, il peut. Et donc, très concrètement, toutes ces qualités en font un superbe passeur. Première stat que je peux vous donner, et qui illustre parfaitement ça, le fameux ratio entre le assist percentage et l'usage percentage. Donc, grosso modo, sans re-rentrer dans les détails, on prend simplement le nombre de passes qu'a fait le joueur et on le divise par son volume d'utilisation. Et donc, ne retenez que ça, c'est que on arrive à exprimer la capacité du joueur à distribuer le jeu par rapport à son utilisation. Par rapport au nombre de fois où il a la balle entre les mains. Ce qui, finalement, est assez pratique pour évaluer le jeu d'un joueur parce que sur des chiffres bruts de passes décisives, on ne peut pas trop mettre en comparaison un joueur comme Haliburton avec des gros monopolisateurs de ballon comme Westbrook ou Doncic, par exemple. Donc là, on met tout le monde sur le même plan. La capacité à passer selon ses responsabilités, selon le nombre de fois où le joueur a la balle. Ok. Et là, donc, avec ce fameux ratio assist par usage, par utilisation, on met tout le monde sur le même plan et Tyrese Haliburton est à 1,25. Bon, comme d'habitude, le chiffre en lui-même, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce que je vais vous dire maintenant, c'est plutôt de situer avec ce score-là où se situe Haliburton par rapport aux autres joueurs NBA. Et donc, sur les 107 joueurs NBA avec, en 2021, minimum 1000 minutes de jeu sur la saison et minimum 20% d'utilisation, comme Haliburton, sur ces 107 joueurs, avec son ratio de distribution du jeu, Haliburton se classe 8e. 8e sur 107. C'est le joueur avec la 8e plus grosse tendance à distribuer le jeu et à créer pour autrui lorsqu'il a la balle dans les mains. On pourrait le formuler comme ça. Donc c'est vrai que, vous voyez par exemple, le chiffre brut de 5,3 assists par match, il n'est pas si impressionnant que ça, mais pour le coup, quand on le ramène au nombre de fois où il a la balle, là en vérité, on voit que Haliburton est un des tout meilleurs par rapport au nombre de fois où il a la balle, par rapport à son utilisation. Pour vous dire, avec cette position de 8e sur 107, il est en sandwich entre Nikola Jokic et James Harden. Donc pour le coup, plutôt de la bonne compagnie. Alors, ça c'est une manière de voir les choses. Autre stat qui nous amène sur le même résultat, sur NBA.com, on peut trouver ce qu'ils appellent le assist ratio. Mais qui en vérité n'est pas un ratio comme celui qu'on vient de voir, c'est plutôt le nombre de passes décisives que fait un joueur par 100 possessions où il a la balle. C'est pas seulement 100 possessions jouées, mais bien 100 possessions où il a la balle. Ce qui est donc encore plus intéressant. Et donc, là encore, Haliburton est 10e. Derrière des joueurs comme Draymond Green, Chris Paul, TJ McConnell, James Harden et compagnie. Selon cette stat, Haliburton est quasiment à 30 assists par 100 possessions jouées. Pour être précis, 29,7. Mais alors que, par exemple, LeBron James ne crée que 24,3. Doncic, c'était 23,6.
Nikola Jokic, 26,2. Contrairement aux 29,7 de Haliburton. Donc là, on se rend compte carrément qu'en réalité, Haliburton est même à la limite d'être un meneur, comme on dit, un meneur pass first. Un meneur dont la priorité est toujours le playmaking, un peu à la Ricky Rubio, à la TJ McConnell, etc., etc. Alors, dans les faits, il l'est pas complètement. Il y a quand même un sacré écart, puisque ces joueurs-là, les pass first, sont des joueurs qui sont autour des 40 passes par 100 possessions. Et même, on a Draymond Green qui est à 48. 48 passes décisives pour 100 possessions jouées. Donc, avec 30 à Haliburton, on voit qu'il y a quand même un vrai écart. Et en effet, dans le jeu, on voit que Haliburton, c'est pas un meneur pass first, qui est orienté seulement et en priorité sur le passing. Mais quand même, parmi les joueurs avec un profil plus équilibré, eh ben, il est mine de rien en tête de liste. Ou presque. Autre chose à noter, par ailleurs, là où Haliburton est à quasiment 30 assists pour 100 possessions, Anthony Edwards, qui lui aussi a démontré de belles fulgurances parfois au niveau de la passe, Edwards, il n'est que à 12,4 par 100 possessions où il a la balle. Ce qui le classe 195e plus gros total de NBA. Alors que Haliburton est 8e. Et pour la Melo Ball, lui, il est à 26,2 assists par 100 possessions, ce qui le classe tout de même 30e meilleur de NBA. Donc, quand même un peu en dessous de Haliburton, mais 30e. C'est très bien. Mais donc, encore une fois, vous voyez par exemple que même si la Melo Ball semble faire de meilleurs totaux de passes décisives par match, c'est sans doute aussi en fait parce que tout simplement, il a plus de ballons à gérer. Mais en réalité, quand on compare par 100 possessions où le joueur a la balle, on voit que Haliburton est tout autant playmaker et tout autant passeur et distributeur que la Melo Ball. Et même un chouïa un peu plus. Bon, ensuite, c'est vrai que distribuer le jeu, faire des passes, c'est bien, mais notez que ça a d'autant plus de valeur si dans le même temps, le joueur est capable de limiter ses déchets, de limiter ses pertes de balles. C'est vrai que c'est un peu toujours le problème, notamment avec un joueur comme Russell Westbrook, par exemple, qui crée une quantité assez énormissime de tirs et de passes décisives pour ses coéquipiers, mais qui, dans le lot, malheureusement, commet aussi pas mal de turnovers, pas mal d'erreurs, de pertes de balles. Donc finalement, la balance est beaucoup plus équilibrée que ce qu'on pourrait le penser de base. Ça n'a pas autant de valeur positive que ça. C'est toujours ce rapport entre les passes créées et les pertes de balles, les ballons perdus, qui est intéressant. La valeur positive, elle vient de là, de ce différentiel. Notamment, en tout cas en partie. Bon, et dans le cas de Tyrese Haliburton, du coup, on en est où ? Au premier abord, ces chiffres bruts de pertes de balles sont assez moyens. En tout cas, pas élite. Il est clairement pas élite. Il a un turnover percentage de 12%. Donc là encore, le chiffre, on s'en fout, mais sachez que par exemple, CJ McCollum et Tim Hardaway Jr., qui sont en tête du classement, sont à peine à 6%. Donc, la moitié. Haliburton est à 12%. Ou sinon, à la place, si vous êtes plus à l'aise avec le turnover ratio, Haliburton commet plus de 8 turnovers pour 100 possessions où il a la balle. 8. Alors que CJ McCollum est à peine à 5. Et que Gary Trent, par exemple, est à 4,5. Donc, pas exceptionnel, pas élite de chez élite. Mais sauf que, bien entendu, ce qu'il faut dire aussi, c'est que des joueurs comme CJ McCollum, Tim Hardaway ou Gary Trent, ou ce genre de profil role-player, en tout cas, pas role-player, mais pas forcément créateur, ces joueurs, ils font peu de pertes de balles aussi et surtout parce qu'ils font peu de passes. Et donc, mécaniquement, ils prennent très peu de risques. Donc là, le degré de propreté d'un joueur ne se juge pas seulement à ses pertes de balles.
mais aussi au rapport entre sa capacité à créer contre sa tendance à perdre la balle. Et donc là, il faut regarder un autre ratio qui est le ratio entre les assists et les turnovers. Très basiquement. Et là, pour le coup, Haliburton a un ratio de 3,36. C'est-à-dire un turnover chaque 3,36 passes. Et en NBA, c'est tout simplement le 10e meilleur ratio de toute la NBA. 10e sur 166, qui ont joué 30 matchs minimum et au moins 20 minutes par match. Je crois que c'est ça le critère que j'utilise d'habitude sur NBA.com. Bon, ouais, vous voyez, par exemple, LaMelo Ball, lui, il est à 2,16 de ratio, donc un turnover tous les 2,16 assists, alors qu'on a dit, Haliburton est à 3,36. Et dans ce fameux classement, donc, là où Haliburton est 10e ratio le plus intéressant, le plus propre, LaMelo Ball, lui, il est 59e. Et Anthony Edwards, il est carrément 138e sur 166. Donc, non seulement Haliburton a un volume en tant que passeur qui est assez énormissime, il produit beaucoup de passes décisives et il crée très souvent. 8e plus productif de NBA par 100 possessions où il a la balle. Mais même en plus, dans le même temps, et notamment de par son intelligence de jeu et sa capacité à faire très rarement des mauvais choix, mais dans le même temps, il commet que très peu de pertes de balles. Donc là, pour le coup, on est quand même sur un passing game ultra rentable, qui a vraiment énormément de valeur. Bref, donc ça c'était le passing, donc le premier aspect de son intelligence de jeu. Et on peut finir maintenant avec le deuxième endroit du jeu où on peut admirer cette intelligence, c'est bien sûr la défense. Haliburton est tout aussi instinctif et cérébral de ce côté-là du terrain qu'en attaque. C'est-à-dire que, on va dire, la majorité des très jeunes joueurs NBA sont perdus en défense, ou en tout cas ne comprennent pas complètement comment fonctionne un système de rotation défensive et une défense d'un point de vue collectif. Certains, parmi ces jeunes joueurs, sont plutôt bons. Certains autres, même un plus petit nombre, sont très bons. Et puis après ça, la classe au-dessus, c'est Tyrese Haliburton. Et je me souviens en particulier d'une action qui avait très largement contribué à me faire tomber amoureux de ce joueur. C'était l'an passé contre les Knicks. Et sur cette action, donc, Haliburton est côté faible, en train de défendre un shooter dans le corner. Et de l'autre côté du terrain, il y a RJ Barrett qui est en train de faire un pick and roll ou un drive, je sais plus trop, mais qui au bout d'un moment est obligé de s'arrêter parce que la raquette est bouchée. Et là, que fait Tyrese Haliburton, et même depuis le début de la possession, ce qu'il fait, c'est que plutôt que de couvrir son shooter, en fait, Haliburton passe toute la possession à être hors de position et de manière totalement volontaire. C'est pas du tout, c'est pas une erreur, quoi. On peut voir que toute la possession, il regarde RJ Barrett, puis il tourne la tête et il vérifie où est son shooter, puis il re-regarde RJ Barrett, puis son shooter, Barrett, son shooter, etc., etc. Il passe toute la possession à alterner entre les deux, donc il est pas hors de position parce que il s'est planté. Et donc, quand RJ Barrett est obligé d'arrêter son dribble, parce qu'il n'y a plus la place de continuer le drive jusqu'au panier, qu'est-ce que fait Haliburton ? Il se retient de venir boucher l'angle de passe entre Barrett et le shooter. Mais parce que, précisément, il veut laisser l'angle de passe ouvert. Et d'ailleurs, ça marche, puisque quand Barrett stoppe son dribble et que du coup, un peu dans la précipitation, il lève la tête pour chercher une solution, là, il voit son shooter ouvert dans le corner. Je crois que c'était Alec Burks, mais je suis pas sûr. Il voit le shooter ouvert et donc, un peu dans cette précipitation dans le mouvement, dans le feu de l'action, il balance la passe
immédiatement. Sauf que, évidemment, c'est exactement ce que voulait Haliburton, qui laisse exprès l'angle de passe ouvert, précisément, pour pouvoir ensuite se jeter dessus dès le moment où Barrett fait la passe. Et là, le piège se referme, Barrett passe la balle, et à l'instant où il passe la balle, Haliburton referme l'angle et intercepte le ballon. Vraiment, j'adore cette action. Je crois que c'est vraiment une de mes interceptions, une de mes actions même préférées de toute la saison passée. Et surtout, c'est fait par un mec de 21 ans. Déjà, si ça avait été LeBron ou Draymond Green qui avait fait ça, bon, j'aurais été impressionné, mais là, Haliburton, je le suis d'autant plus. Quand même, vous vous rendez compte que là, pour être capable de faire ça, il faut faire plus qu'avoir une bonne intelligence de jeu. Il faut savoir contourner la règle, mais pour savoir contourner la règle, il faut déjà connaître parfaitement la règle. Pour savoir comment la contourner et à quel point on peut le faire. Et pour moi, cette action, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Haliburton n'est pas simplement un joueur qui comprend les principes d'une défense collective et qui se met en bonne position, c'est carrément là qu'il crée l'action lui-même, à partir de rien. Il comprend exactement comment la défense fonctionne et comment le porteur de balle réfléchit, et à partir de là, il est capable de s'adapter et même de tendre un piège pour littéralement créer l'action à partir de rien. Créer une interception qui n'aurait pas existé, tout simplement, s'il était resté très sagement, très simplement, de manière académique, en bonne position devant son shooter. Si quand Barrett arrête son drive et lève la tête, il voit Haliburton devant le shooter, il passe pas la balle, et Sacramento n'intercepte pas. Donc là, c'est Haliburton qui a créé lui-même l'action à partir de rien. Et pour ça, pour être capable de faire ça, il faut déjà avoir une maîtrise de très très haut niveau des principes de base. Je crois que là, ça commence à se voir effectivement que j'aime beaucoup le joueur. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que cette intelligence défensive, on peut évidemment aussi la constater au niveau des stats. Tout autant que sur les images de match, évidemment. Sur plus de 200 joueurs NBA, avec au minimum 1000 minutes jouées sur la saison 2021, sur plus de 200, Haliburton se classe 25e au niveau du steal percentage. 25e sur 200. Encore une fois, dans l'élite. Avec un steal percentage de 1,9, il est par exemple au même niveau que des joueurs comme Marcus Smart ou Robert Covington, qui eux, pour le coup, on les connaît, ils sont bien réputés pour leur défense loin du ballon et pour leur intelligence de jeu défensive. Et bien voilà. Haliburton est au voisinage de ce genre de joueur. Et d'ailleurs, un peu la même chose pour le block percentage, où il est très bien placé, évidemment en fonction de son poste et de ses mensurations. C'est-à-dire que oui, il a un pourcentage 1000 fois moins impressionnant que celui de Clint Capela ou que celui de Miles Turner, par exemple, bien sûr. Mais par contre, si on le compare aux meneurs et aux arrières NBA, il a le 11e plus gros block percentage de toute la NBA, sur presque 80 meneurs et arrières NBA. 11e plus gros. Donc, pareil au niveau des blocs qu'au niveau des steals. Mais, pour revenir aux interceptions, ce qui est très intéressant avec le steal percentage, c'est que c'est un excellent marqueur de l'intelligence de jeu. C'est un indicateur très pertinent. Et pour le coup, pas seulement de l'intelligence défensive, mais bien en général. Si on regarde les attaquants les plus intelligents de NBA, on verra que depuis toujours, ils ont de très bons chiffres au niveau de ce steal percentage. Ce qui finalement est assez logique. Si vous voulez, les joueurs qui font beaucoup d'interceptions, ça veut dire qu'ils sont capables de court-circuiter les systèmes de jeu adverses ou les attaques adverses, et que donc, s'ils peuvent faire ça, c'est qu'ils comprennent comment fonctionne le jeu et comment fonctionnent les attaques adverses, et donc s'ils comprennent ces mécanismes lorsqu'ils sont en défense, ils les comprennent aussi, ils peuvent même les appliquer de l'autre côté du terrain.
c'est en ça que le steal percentage est le meilleur indicateur de l'intelligence de jeu défensive mais aussi offensive d'un joueur. Et donc là, le fait que Haliburton soit élite sur cet indicateur des interceptions, c'est finalement un élément supplémentaire qui vient recouper tout ce qu'on sait de lui en regardant les matchs ou en regardant ses stats. C'est un énième indice supplémentaire, et même le plus gros, qu'en effet Haliburton est un joueur très intelligent, vraiment très intelligent. Bon, bref, on avait dit format court, donc on va pas tarder à s'arrêter, mais vraiment, si vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. On ne trouve pas souvent un tel cocktail de qualité de très haut niveau chez un jeune joueur. On en a même pas forcément un par an. C'est vraiment très rare, une telle combinaison de qualité sur laquelle un jeune joueur est élite. Je sais pas si ça vous a fait cette impression ou si vous en êtes rendu compte, mais mine de rien, depuis le début, toutes les catégories stats qu'on a vues, à chaque fois, Haliburton est en tête. Ou au minimum, très très bien placé. L'efficacité au tir, les catch and shoot, les 3 points grands ouverts, la production sur pick and roll, la finition au panier, le nombre de passes décisives créées, la propreté de son ratio assist contre turnover, le steal percentage, etc., etc. À chaque fois, Haliburton est en tête du classement sur 100, 150 ou 200 joueurs qui répondent aux critères. À chaque fois, il est tout en haut de la liste. Si on fait le bilan, on a affaire, mine de rien, à un porteur de balle de 21 ans qui distribue beaucoup le jeu, tout en étant très propre, qui a démontré une intelligence de jeu offensive et défensive de très haut niveau, et qui, dans le même temps, démontre également des aptitudes au shoot potentiellement d'élite. Et là, je parle de shoot, mais on peut dire même toucher de balle en général, puisque même sur la finition au panier, il a aussi une superbe adresse pure sur le peu de tirs qu'il va prendre. Intelligence, créativité, lucidité et propreté, toucher de balle et jump shot d'élite. Il n'a que 21 ans. Très honnêtement, c'est assez incroyable comme package. Je vais pas m'amuser à le faire, mais si on cherchait dans le détail sur les 5 ou sur les 10 dernières QV de draft, je suis même pas certain qu'on trouve beaucoup de joueurs qui font des scores aussi bons, ou en tout cas similaires, à ceux de Haliburton sur les critères d'efficacité à 3 points, de drive, de distribution du jeu, de perte de balle, d'interception, etc., etc. Comme ça, là, de tête, je pense à Kyrie Irving et Stephen Curry, mais pas plus. Vraiment pas plus. Et vraiment, j'insiste encore et encore, mais c'est un package incroyablement rare qui compile, même, on l'a pas dit encore, mais qui compile des qualités toutes très importantes et qui ont beaucoup de valeur dans le jeu. On parle pas ici de rebond offensif, de post-up ou d'efficacité sur du jeu en transition. Je dis n'importe quoi, mais là, intelligence, défense, passing, toucher de balle et shoot, c'est les piliers d'un scouting report dans le jeu NBA actuel. Et notamment pour un porteur de balle. D'ailleurs, maintenant que j'y pense et que je vais vérifier, c'est vrai que c'est quand même des chiffres très similaires à ce que Stephen Curry et Kyrie Irving ont fait également dans leur année rookie. Haliburton, c'est, on l'a dit, 102 de throw shooting plus, 2% meilleur que la moyenne, 102. Stephen Curry, son année rookie, c'était 105. Et Kyrie Irving, c'était 107. Purée, Kyrie. Bon, bref. On a aussi 1,25 de ratio assist par usage pour Haliburton. Et on a 1,06 et 1,07 pour Curry et pour Irving. Ce qui n'est pas aussi haut, mais c'est quand même très bon.
on a 3,3 de ratio assist par turnover pour Haliburton, et on avait 1,7 et 1,9 pour Curry et Irving. Donc, c'est peut-être là qu'il y a le plus de différence, mais ça reste, encore une fois, 3 bons scores, et même les scores de Curry et Kyrie restent quand même assez proches de ceux de Haliburton. On a aussi 40% de réussite à 3 points pour les 3 joueurs. On a 1,9 de steal percentage pour Haliburton, contre 2,2 pour Curry et 1,5 pour Kyrie. Encore une fois, 3 scores très très proches. Et même, alors c'était pas le cas avec Irving, qui a toujours adoré aller au panier et qui a toujours été un slasher d'exception, mais par exemple, Stephen Curry était comme Haliburton. C'est-à-dire que il allait très peu au panier, mais déjà à l'époque, il était très efficace sur les rares tirs qu'il prenait en fin de drive au panier. Donc pour le coup, comme Haliburton. Donc vraiment, maintenant que je l'ai vérifié, c'est vrai qu'on a 3 profils extrêmement similaires. La différence étant peut-être que Haliburton est un peu plus passeur que Curry et que Irving, mais dans le même temps, il faut dire aussi qu'il a un passif un peu moins long au niveau du shoot que ces deux-là, qui étaient vraiment connus depuis assez longtemps comme des shooters d'élite. Mais donc, mine de rien, si on arrive à établir autant de ressemblances entre Haliburton et les rookies Stephen Curry et les rookies Kyrie Irving, eh ben, ça pose quand même le niveau du joueur, à mon sens. En tout cas, ça pose à quel point les bases qu'il a posées pour l'instant et les prémices qu'il a démontrées, à quel point elles sont fabuleuses, ces bases. Vraiment, plus j'y pense, plus ça me paraît complètement dingue qu'il soit tombé aussi bas à la draft 2020. Et le fait qu'il a été dans une mauvaise équipe de Sacramento, enfin une équipe de Sacramento quoi, à mon avis, ça ne doit pas occulter à quel point sa saison rookie a été incroyable. Et je trouve que malheureusement, comme c'est souvent le cas, vous me direz, mais on a plus été attiré collectivement et médiatiquement par le scoring individuel de Anthony Edwards, par exemple. En tout cas, d'un point de vue médiatique. Mais après, je comprends. Ça se passe souvent comme ça. Le scoring individuel, balle en main, et même surtout chez les jeunes joueurs, c'est ce qui attire le plus. C'est normal. Et là-dessus, c'est vrai que c'est pas la force de Haliburton, pour le coup. C'est un scoreur très efficace, mais il n'a pas ce même flair, ce même style, et même cette même capacité à créer de l'espace sur isolation, etc., etc. Il n'est pas du tout au même niveau que Anthony Edwards, par exemple, dans cette création d'espace et cette création balle en main. Il est plus efficace, mais en termes de skills et de technique, il est en dessous de Edwards. Et puis, il faut dire aussi que Anthony Edwards et même LaMelo Ball, les deux ont été à plus de 27% d'usage. Donc, très concrètement, ils ont eu beaucoup plus de responsabilités et de ballons dans le jeu pour briller, pour faire des highlights et pour être reconnus, que Haliburton, qui lui était à peine au niveau des 20% d'usage. Alors que Ball et Edwards, encore une fois, étaient à 27%. Et ça peut paraître très peu, mais c'est quand même un écart assez conséquent entre 20 et 27. Mais pour moi, en tout cas, il y a un truc de certain, c'est que d'après ce que Haliburton est capable de faire en production, en efficacité sur les responsabilités actuelles qu'il a eues, je pense que très largement, il pourrait gérer un usage plus grand, de 25, 28 ou même 30% d'usage même sur du court terme. J'allais dire moyen terme, mais même sur du court terme, si l'an prochain il est à 28%, à mon avis, il va pouvoir les gérer. Et les gérer avec des résultats satisfaisants. Bon, après, avoir d'aussi bons indicateurs sur une année rookie, évidemment, ça ne garantit pas qu'il va devenir le meilleur joueur de NBA. Ça, on est d'accord. Il a encore beaucoup de progrès à réaliser pour parfaire notamment le scoring individuel. Il faut aussi confirmer les chiffres au niveau du shoot. Et même, tout simplement, c'est possible que des jeunes joueurs se plantent. Malheureusement, ça arrive. Ça arrive souvent. Mais en tout cas, tout ce que je dis, c'est que, par contre, avec de tels indicateurs déjà très hauts sur autant de points clés du jeu,
moi, très clairement, je préfère parier sur Haliburton que sur d'autres joueurs pour se développer en des joueurs de très haut niveau. Et puis, surtout, quand on recoupe avec ce qu'on a pu voir et analyser en match, je veux dire, tout ça est extrêmement impressionnant. Et il est tellement haut, tellement impressionnant et tellement bon sur autant de critères essentiels qu'en réalité, même s'il chute, et même s'il ne confirme pas, je pense qu'il part de tellement haut que même s'il chute, il chutera peut-être pas si bas que ça. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Bon, format court, on avait dit, ça va. On rentre à peu près dans les clous, même si on va pas se mentir, hein, j'ai senti que ça commençait à glisser. On n'est pas passé loin d'un dérapage qui nous amène sur un podcast de 2 heures, mais bon, ça va. Alors, 2 choses à vous dire. Déjà, premièrement, si vous avez des noms de jeunes joueurs que vous avez en tête et que moi j'aurais oublié, que j'aurais pas cité, qui pourraient, comme Stephen Curry et Irving, avoir des chiffres similaires à ceux de Haliburton, n'hésitez pas à me les dire. Effectivement, j'en ai peut-être oublié, donc on pourra revérifier. Et puis, deuxièmement, la prochaine fois, on va se retrouver avec le dernier épisode d'intersaison, entre guillemets, ou en tout cas que j'ai écrit et préparé durant l'intersaison. Et ça parlera de joueurs un peu plus underground, un peu moins connus et au contraire, un peu plus hipster. Donc, vous l'aurez compris, prochaine fois, on va faire mes All Hipster Team 2021. Et après ça, on pourra passer normalement en mode saison 2022. Sur ce, je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous voulez échanger ou discuter sur cet épisode ou sur d'autres, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!